moment de la mort, c'est une erreur médicale, donc je suis morte sur la table d'opération. Et il faut savoir que moi, je ne croyais en rien du tout, absolument en rien, puisque mon père n'arrêtait pas de me répéter quand j'étais petite, quand je disais tiens, où est ma place, il me disait elle est au cimetière, dans un trou, et c'était cool. Donc voilà, j'ai été une petite fille qui a été traumatisée énormément, enfant, donc pour moi, il n'y avait rien après. C'était impossible qu'il puisse avoir quelque chose après tous les traumatismes enfants que j'ai subis. Donc, quand j'ai quitté mon corps physique, ça a été un choc. Ça a été un choc terrible. Parce que, n'ayant aucune croyance, même si j'ai été éduquée dans le côté catholique, pour moi, ça n'existait pas. Et je me suis retrouvée au-dessus de mon corps physique. Et là, je me suis vue sur la table d'opération, et puis tout d'un coup, je me suis sentie aspirée dans un tunnel, et je me suis retrouvée devant des personnes que je ne connaissais pas du tout sur Terre, mais nous étions amis. J'ai senti que j'étais amie, nous étions amis, et qu'il n'y avait pas besoin un amour extraordinaire. Et pour moi, à cette époque-là, j'avais 3 enfants, je n'avais pas du tout envie de revenir. Je peux vous dire que c'était très difficile pour moi de revenir, parce qu'au moins, là, j'avais de l'amour. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais quand on n'en a jamais vu, c'était... D'abord, quand j'en parle, j'ai toujours l'émotion. C'était quelque chose de magnifique, parce que c'est de l'amour. Vous comprenez, c'est pas « je vais te donner de l'amour ». C'est, voilà, c'est l'amour. C'est, comment est-ce que je peux exprimer, c'est tellement fort, c'est tellement beau qu'il n'y a pas de mots. Vous comprenez, on ne sait pas expliquer l'amour. C'est tellement fort. On ne parle pas non plus dans cet état de conscience. On ne parle pas. Tout se passe énergétiquement. Tout se passe, tout se sait. Tout se dit sans se dire. C'est magnifique. C'est magnifique, magnifique. Donc c'est très difficile de revenir sur Terre. On dit c'est merveilleux de vivre une mort clinique. Eh bien, je peux vous dire que ce n'est pas du tout vrai. Quand on vit une NDE, on n'est pas préparé à ça. Et puis j'ai rencontré beaucoup de personnes qui avaient envie de vivre ce que j'étais. Donc je me suis fait vraiment attaquer par envie, par jalousie. Je ne trouvais plus ma place. Ça a été très 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 dur. Donc je trouve que c'est important d'en parler. Et de se rendre compte qu'une NDE, c'est vivre une mort, c'est quelque chose de très puissant. Et que vivre la mort, oui, on quitte le corps physique. On est bien, c'est l'amour. Sauf, et là, c'est juste, parce que bon, ça fait 26 ans de ça, et je dois dire que mes amis, moi je dis je suis une ouvrière de lumière, voilà, je suis une artisan, mais sans eux je ne suis rien, ça c'est sûr. Mais ce qui est important de savoir, c'est qu'on m'a montré tous les mondes, et que on m'a dit aussi, tu sais, si tu n'intègres pas comme il faut ton corps physique, si tu ne l'aimes pas, nous ne saurons pas t'aider, nous ne savons pas passer. Si tu ne sais pas aimer tes cellules, si tu ne sais pas aimer ton squelette, si tu ne sais pas aimer tous tes ancêtres, comment peux-tu t'aimer? Donc, ils m'ont appris à aimer toutes ces parties que je détestais de moi. Toutes ces douleurs que j'avais eues et que j'avais vécues. Ils m'ont appris le pardon, ils m'ont appris l'amour, mais vraiment l'amour. Ils m'ont montré que partir de son corps physique, c'est bien, mais si on n'a pas lâché, si on n'a pas pardonné, on restera dans les mémoires et on quittera avec cet état aussi vibratoire et on se retrouvera dans cet état de conscience à devoir le travailler. Donc je trouve que c'est important et c'est pour ça que je voulais témoigner et dire oui, la mort c'est important, mais c'est important de lâcher ce paquet avant de partir et de faire le pardon et de dire au revoir aussi à toutes nos douleurs, toute notre haine, toute notre frustration, parce que si on ne le fait pas, on se retrouve de toute façon de l'autre côté avec et on devra les travailler. C'est
Ce n'est pas juste quand on pense qu'on quitte et que c'est fini. C'est faux. De l'autre côté, c'est la même chose. On n'a pas fini. Mais, donc c'est important de l'entendre. Il faut continuer. Et le pardon, moi j'ai dû apprendre à pardonner parce que si je n'avais pas pardonné, je ne serais pas en face de vous. Et c'est tellement beau le pardon, vous voyez, c'est une émotion mais de joie, parce que c'est tellement beau. Si je n'aurais pas fait, je serais toujours coincée dans mon corps physique, parce que ce corps physique a tellement été molesté enfant, que c'était pas possible. Et je voudrais donner une anecdote. Je disais toujours, c'est pas ma faute, c'est de ce que j'ai vécu enfant, c'est pas moi, c'est l'autre, c'est pas moi. Et alors ils m'ont montré que dans mes mémoires cellulaires, à force que je disais que c'était l'autre, je le gardais dans mes mémoires. Donc je gardais ceux qui m'avaient attaqué, je les gardais dans mes mémoires et je ne pouvais pas être libre, moi. Le pardon, en fait, c'est de lâcher, de dire à l'autre, tu sais, oui, ok, tu m'as fait ça, mais maintenant je ne veux plus de toi. Alors, je te dis au revoir et je te pardonne et tu peux aller sur ton chemin. Quel que sera ton chemin, ce n'est pas le mien, mais moi je te pardonne parce que j'ai besoin de me pardonner aussi de t'avoir laissé rentrer en moi. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de l'importance de cela, mais grâce à ça on peut se libérer. Donc le pardon c'est avec soi, parce que si je les ai laissés rentrer, même si j'étais une petite fille, je pouvais hurler, je pourrais crier, mais je ne l'ai pas fait. Donc il fallait aussi que je me pardonne pour cela. Et tout ça, ils me l'ont appris après ma mort clinique. Et c'est vrai que c'est très dur, c'est très très dur de vivre une mort clinique, et j'en ai rencontré des tas qui ne demandaient qu'une chose, c'est à remonter. Et ils souffraient d'être sur terre, ils souffraient de vivre encore sur terre, parce que la seule chose qu'ils espéraient, c'était de remonter, parce qu'il y avait tellement d'amour. Mais l'amour est aussi ici. Et l'amour, c'est nous qui pouvons nous donner à nous. Et si nous ne savons pas nous donner, personne ne nous donnera. Ça, c'est important. C'est vrai qu'à l'intérieur, nous avons vraiment une lumière, mais on l'a oublié sur le chemin avec tout ce que l'on a vécu, avec toutes les frustrations, avec tous les manques, et Dieu sait s'il y en a sur terre, avec tout ce que l'on a entendu, tous ces encodages de douleur, de souffrance. On a oublié qu'on était une lumière. Et on a un petit peu étouffé cette lumière. Et bien maintenant, il est temps de pardonner et de dire à la lumière, tu sais, je suis là. Allez, on y va. On va commencer à s'aimer. On va aimer son corps, on va aimer son squelette, on va s'aimer. Parce que comme ça, quand on quittera tout ce beau apparat, eh bien, on se retrouvera avec ses copains là-haut, mais dans la lumière. Tandis que si on reste dans la haine, dans la frustration et dans toutes ces douleurs, eh bien, on ira là où on est toujours dans son état de souffrance. Donc, c'est une idée, je peux vous dire que ce que je vous dis est vrai par rapport à ce que moi j'ai vécu. Mais sachez que là où vous êtes, dans votre état d'esprit, c'est là où vous serez. Si maintenant vous quittez votre corps physique, de l'autre côté, c'est la même chose. Il ne faut pas croire que c'est différent. C'est exactement la même chose. Mais on ne parle pas. Ce sont toutes en vibration, c'est magnifique. On a des fleurs là qu'il n'y a pas ici. On a des sensations, la musique, c'est merveilleux. Et c'est vrai que quand vos parents partent, sachez qu'en fonction de ce qu'ils ont vécu sur Terre, vous voyez où ils sont. Alors soyez heureux pour eux. Laissez-les partir et dire, ah, ça y est, ils vont dans l'amour. Mais c'est tellement un amour fort que c'est inconditionnel. Voilà, ça c'est l'amour inconditionnel, parce qu'il n'y a pas d'échange, vous voyez. Je ne te donne pas ça pour que tu me donnes ça. C'est je te donne tout simplement. Et c'est ça qui est magnifique. Et depuis que je suis revenue, Dieu sait qu'ils m'ont fait beaucoup de chemin avec moi-même, mais ils m'ont appris le lâcher. Et le lâcher, c'est arrêter de posséder. Arrêter de posséder ses enfants, sa maison, sa voiture, son argent. Tout ça, ils m'ont appris le lâcher prise. Et plus j'avais peur, moins j'avais. Plus j'avais confiance, plus j'avais. Et ils m'ont dit, regarde, même mes enfants, même mes petits-enfants, tout, ils m'ont appris à tout lâcher. Et quand j'ai dit, bon, ok, je lâche, eh bien, ils sont revenus. Ou sinon, ce n'était pas possible. Ils m'ont fait tout passer. Je dois dire que
Je suis une maman où j'ai vécu tellement de choses dans le lâcher-prise que, et je crois que j'ai encore des choses à lâcher, mais ce qui est important, c'est ça l'amour. C'est parce que je t'aime, je te rends ta liberté. C'est le plus beau geste d'amour qu'on peut donner. Je te donne ta liberté parce que je t'aime. Quoi que tu dises, quoi que tu fasses, je t'aime et je te donne ta liberté. Et c'est ce qu'ils m'apprennent tous les jours, à donner la liberté à mon corps physique. Voilà. À l'aimer et à lui dire, mais tu sais, tu es libre et je te remercie de me donner une place pour vivre avec toi. Parce que sans toi, mon corps, je ne saurais pas être là. Donc aimez votre corps physique, respectez-le parce que c'est grâce à lui que vous ferez tout le chemin avant même de partir. Le jour où vous partirez, vous l'aurez tellement aimé qu'il vous rendra cet amour au centuple. Et là, il vous conduira là où c'est juste pour vous. Et c'est merveilleux. Là, j'avais envie de vous le dire et de vous le partager parce que c'est tellement beau, mais la seule chose qui peut vous aider et qui peut aider vos défunts et qui peut vous aider à lâcher, c'est l'amour. Rien d'autre. C'est l'amour. Voilà. Je voulais juste parler de quelques... Enfin, moi, j'ai pas eu de préparation. Enfin, je suis infirmière, mais j'ai pas de formation d'accompagnement aux personnes en fin de vie et tout ça. J'ai toujours opéré avec mon cœur, quoi. Enfin, d'être le plus naturel possible face à la mort. Quand je me suis trouvée face à la mort très jeune, puisque j'ai fait des études de médecine et tout ça, donc j'ai eu très vite à faire. Et dans ma famille aussi, il y a eu j'ai eu pas mal à faire à la mort ou aux accidents. Et dans ces cas-là, je m'en suis remis à mon cœur et toucher les gens ou parler. J'ai laissé faire les paroles qui venaient. Voilà, enfin, j'essayais d'être à l'écoute de la personne qui était là. Et je soignais une vieille dame, enfin, tous les matins, j'allais faire sa toilette, tout ça. Bon. Et c'était une dame très digne, très, très intelligente, très sympa, qui aimait bien parler avec moi, qui voulait tous les jours que je lui raconte, récite un petit bout des fables de La Fontaine, parce qu'elle voulait entretenir sa mémoire. Donc elle avait un instrument de musique dans sa chambre. Et puis arrivent les années passent, elle était un peu quand même avec ses petites exigences, quoi, ses petites manies, quoi, bon, que j'essayais de respecter au mieux. Et quand même, elle passe ses 100 ans, et puis elle se plaignait quand même de ne pas y voir, de passer, de perdre l'audition. Alors je lui dis un jour, je lui dis, mais madame, pourquoi vous êtes encore là? Pourquoi vous ne mourrez pas si vous trouvez que maintenant la vie ne vaut pas la peine d'être vécue? Je lui parlais franchement. Et alors, elle m'a dit, oh, mais Thérèse, mais c'est que j'ai peur. Alors, je lui dis, ah bon, mais vous êtes croyante, pourtant, et tout. Enfin, on a discuté un peu. Et 2 jours après, elle était morte. Voilà, pour dire, bon, qu'il ne faut pas hésiter, enfin, moi je pense qu'il ne faut pas hésiter, quand on le sent, à parler de la mort, quoi. Et bon, j'ai fait la même chose avec mon papa. Mon papa, il a perdu sa femme assez tôt, et puis à la fin de sa vie, il était en pleine forme, mais il s'ennuyait un peu quand même. Et il était dans sa ferme, et puis à chaque fois que j'allais le voir en Normandie, quand je repartais, il me disait, tu sais, bon, on se dit au revoir, hein, parce que peut-être tu ne me reverras plus, parce que maintenant ça va, je me sens en paix, j'aimerais bien partir, j'attends que le bon Dieu, parce qu'il était très croyant, vienne me chercher. Mais le bon Dieu, il ne venait pas, hein, il venait me chercher. Et puis finalement, il a fini par perdre un peu la tête, enfin bon. Et on est beaucoup d'enfants à la maison, on est 8, et puis j'ai une sœur infirmière, enfin bon aussi. Et un jour, il est tombé, enfin, tout le monde craignait un peu qu'il reste tout seul dans sa ferme. Et un jour, il a fait une petite bêtise, tout ça, donc on a décidé de le mettre dans une maison de retraite. Bon, on n'était pas tous d'accord pour ça, mais bon, la loi du nombre l'a emporté pour le mettre à la maison de retraite, et il n'était pas du tout content. Et moi, je sais que je l'avais des fois au téléphone, et à chaque fois, je lui parlais, j'ai essayé de lui expliquer, de parler avec lui. Et les infirmiers m'avaient demandé d'arrêter de lui parler parce que ça lui donnait la pêche, et il a fait des fugues après. Donc j'ai plus le droit de l'appeler. Et
en fait, il est tombé tout doucement, il a perdu complètement la boule, quoi. Et après, de moins en moins, les enfants venaient de moins en moins le voir parce qu'il était vraiment devenu un peu, légume, quoi. Bon, ça a duré heureusement pas très longtemps, cette aventure. Et un jour, j'ai insisté. Bon, moi j'habitais loin, donc de temps en temps je venais, il espérait toujours que j'allais le sortir. Mais mes frères et sœurs m'avaient bien averti, si tu le sors, tu t'en occupes totalement, parce que nous, on n'aura pas le temps. Bon, alors évidemment, c'est pas évident à prendre comme décision. Et j'ai beaucoup de culpabilité, un peu de l'avoir laissé, mais bon, voilà. Et un jour, c'était son anniversaire, et j'ai voulu absolument lui parler. Et j'ai dit à l'infirmier, j'aimerais bien quand même que vous me passiez mon père. Il m'a dit, ah ben ça tombe bien aujourd'hui, on dirait qu'il peut parler, quoi. Donc je lui ai parlé, je lui ai dit, écoute papa de 87 ans, c'était vieux, hein, tu te rappelles, tu disais que tu voulais mourir et tout, et t'es encore là. Et alors je lui ai expliqué que, je lui ai dit, tu sais, on pense à toi tout le temps, tous tes enfants, mais seulement on n'aime pas te voir tel que tu es maintenant. Comme un légume, comme tu as perdu un peu la tête et tout ça. Enfin bon, j'ai parlé longuement avec lui, et puis il était là, oh bon, comme s'il découvrait qu'il était vieux, quoi. Enfin, comme s'il, voilà. Et puis bon, on s'est dit au revoir, ça a duré, voilà. Et puis la nuit, j'ai eu un rêve bizarre qui m'a fait, voilà. Et le lendemain, j'ai appelé à la maison de retraite le lendemain, j'ai dit comment va mon père, il m'a dit il est malade. Et puis, ça m'a un peu inquiétée. Et puis, un jour après, je rappelle, il ne s'alimente plus. Et moi, je sentais en moi de plus en plus une espèce de... C'était peut-être les fascias qui se... il y avait une espèce de trac, d'impatience qui me disait « va le voir, vas-y ». Voilà. Donc, j'ai fini par céder à cette envie, bien que j'avais des tas de choses à faire. C'était pas le moment, mais bon, je suis partie. Et j'ai téléphoné à mes frères et sœurs qui m'ont dit « mais qu'est-ce que tu te prends, il va très bien, papa ». Et puis je suis arrivée, c'était quand même le 3e jour, et j'ai trouvé agonisant, mon père agonisant. Et avec les lèvres qui tombaient et tout, et dès qu'il m'a entendu entrer dans la pièce, pouf, tous les traits se sont relevés. J'ai passé un bon après-midi avec lui, il a même parlé à la fin. Et puis le soir, il est parti. Il est parti alors que je pensais qu'il allait... Je me disais, tiens, mais effectivement, il avait peut-être raison, il est peut-être seulement un petit peu malade, parce qu'il avait retrouvé vraiment... il avait même parlé, il avait mangé, il m'avait dit que c'était bon, parce qu'il avait mangé et tout. Et quand est venu le moment de le changer, je constate qu'il a le ventre très dur. Parce qu'en le changeait, il avait des couches et tout. Et je lui dis, mais dis donc, papa... oh, t'es dur, là, hein, tu lâches prise un peu, là, ton ventre, il est dur et tout. Et je lui ai dit lâche prise, et à ce moment-là, j'ai vu, que ses yeux, qu'il partait, quoi. Donc je l'ai pris dans mes bras, et il est mort dans mes bras. Après, ça a duré 1 heure ou 2, mais enfin, il était dans mes bras, il est mort, donc j'ai recueilli son dernier regard, et c'est vraiment... voilà, c'était... Je pense, je conseille à tout le monde d'écouter ses intuitions dans ces cas-là, quoi. Parce qu'au moins, j'ai l'impression de rattraper un peu tous les manques d'amour qu'il y avait eu, quoi, entre nous. Voilà. Bon, c'était la dernière histoire. Donc je vais juste terminer par vous lire les témoignages des patientes que j'avais promis. Et des personnes m'ont dit, mais vous n'avez pas lu les témoignages, donc je pense qu'ils sont quand même précieux. Et surtout, je pense qu'on va terminer sur une très belle note. En tout cas, cette partie, puisqu'après, ne partez pas, parce qu'il va y avoir toute une partie échange, je pense, qui va être très intéressante aussi. Mais voilà. Alors, donc c'est elles qui les ont écrits, bien entendu, et je vous les livre tels qu'ils sont. Et c'est un cadeau qu'elles m'ont fait, qu'elles vous font, parce que chaque fois que je les lis, bon, elles l'ont fait, elles ont bien voulu témoigner, de manière à ce que vous puissiez voir les effets d'un travail sur des choses que les humains considèrent de plus terribles, c'est-à-dire le deuil d'enfant.
Alors en mai 2008, j'ai accouché à 15 jours du terme d'une petite fille mort-née, un jour ou deux avant la naissance. Cette naissance a eu lieu dans une clinique de Montpellier où une psychologue est rattachée au service maternité, ce qui a permis une prise en charge psychologique immédiate. Ces échanges ont eu lieu pendant 2 ou 3 mois. J'allais beaucoup mieux, même si je pleurais tous les soirs. Je pensais tout le temps à ce bébé qui n'était pas là. Je l'ai cherché dans la maison pendant 4 mois environ. Affronter l'extérieur était très difficile pour moi. J'avais l'impression de tuer socialement mon enfant. Les autres allaient apprendre le décès de ce bébé et donc elle n'existerait plus pour eux. L'absence de ce bébé était marquée au quotidien par une souffrance mêlée à de l'impuissance face à cette situation et un questionnement sans réponse. Pourquoi cela nous est-il arrivé à nous ? Pourquoi mener une grossesse à terme si l'enfant meurt juste avant de naître ? J'avais parfois des micro-moments sans penser à ce bébé, ou bien où j'appréciais un rayon de soleil, un thé sur une terrasse, et là je culpabilisais de ces petits moments de bonheur, ou du moins que je vivais sans souffrance. 4 ou 5 mois s'étaient écoulés depuis le décès de notre bébé lorsque j'ai rencontré Ariane. Notre première rencontre a été très difficile pour moi. Revenir dans un lieu où j'étais venue à la fois précédente enceinte, sans aucun problème, était une épreuve terrible pour moi. Ce qu'elle ne dit pas, c'est qu'en plus, il y avait des bébés qui pleuraient dans la salle d'attente, donc voilà. Nous avons fait 4 ou 5 séances ensemble. Le travail a été court dans le temps, mais d'une très grande intensité. Submergente est le mot juste. Aujourd'hui, je vais vraiment bien, profondément bien, et non juste en superficie comme cela a été le cas les mois qui ont suivi le décès de ce bébé, avant que je travaille sur le deuil. J'ai l'impression que je ne serais pas arrivée à ce résultat après 10 ans d'analyse. Chaque séance a été un vrai bouleversement pour moi, avec des conséquences physiques, comme la disparition de douleurs dans le dos et le cou, douleurs apparues suite au décès de ce bébé, et des conséquences psychiques. Donc là, on voit vraiment les cuirasses qui se sont mises en place. Et en fait, elle a lâché sur le plan psychique, et donc ça a lâché sur le plan physique en même temps. Une des conséquences de ce travail sur le deuil est qu'aujourd'hui, je pense tous les jours à cette petite fille décédée il y a moins d'1 an, sans aucune souffrance. Je ne l'oublie pas, je me sens en lien avec elle, mais de façon lumineuse, positive. Aujourd'hui, je vis le présent, le quotidien, avec ma famille sans douleur. Je ne survis pas, je vis vraiment. J'ai passé Noël, le premier Noël sans ce bébé attendu, en profitant de mes 2 enfants, de leur joie de découvrir leurs cadeaux au pied du sapin, en étant accompagnée intérieurement de cette petite fille décédée un peu plus de 7 mois auparavant, et en profitant avec elle de ces moments de bonheur en famille. Qu'est-ce que faire le deuil de quelqu'un si cela est penser à cette personne sans désespoir, sans souffrance, sans nœud au ventre, sans pleurs, sans se sentir abandonné, et vivre sa vie aujourd'hui et maintenant sans douleur? Alors oui, j'ai fait le deuil de ce bébé. Oui, il est possible de faire le deuil d'un enfant. Oui, il est possible de vivre et non de survivre après une telle épreuve, contrairement à ce que tout le monde pense, ou presque. Voilà. Donc elle a signé de son nom, sans problème. Voilà. Et le deuxième, mon fils Clément est décédé de la mort subite du nourrisson à l'âge de 2 mois et demi. Il y a eu 2 ans à Noël. Durant 4 mois environ, j'étais oppressée, comme dans un étau, sans répit, sans relâche, pas une seconde. Là, on retrouve les cuirasses aussi, enfin les fascias. Je croyais ne jamais pouvoir m'en remettre. J'avais le sentiment que rien ne pourrait changer cet état, et pourtant. Lors de ma grossesse suivante, 7 mois après le décès de Clément, parce que je ne l'ai pas dit bien entendu, mais ces décès-là ont de l'impact sur les enfants qui suivent si le travail n'est pas fait. J'ai pu bénéficier de l'approche spécifique que propose Ariane dans le cadre des cours de préparation à l'accouchement. Le travail que j'ai pu réaliser m'a permis de faire mon deuil, c'est-à-dire d'accepter la situation et d'être dans le présent pour la grossesse que je vivais. Cela peut paraître incroyable, mais en quelques séances, je me suis véritablement libérée, déculpabilisée. J'ai pu retrouver une joie de vivre que j'avais perdue. C'est d'une puissance insoupçonnable. Je voudrais insister sur la force inouïe des gestes symboliques que j'ai pu accomplir. Il y a quelque chose d'indescriptible qui se passe, à la fois dans le corps et dans l'esprit. Un sentiment de paix apparaît, c'est tout un état d'esprit qui change, la façon de voir les choses, une façon d'être. Et cela se ressent dans le quotidien.
dire les choses, faire les choses sans se prendre la tête. Bon, on l'a écrit avec ces mots, hein. Tout paraît plus simple. Ceci a été possible quelques mois seulement, quelques mois après seulement, car au moment des faits, je n'aurais pas pu entendre tout cela et faire ce travail. Il faut du temps, je pense, avant de pouvoir transcender et sublimer cette douleur. Nietzsche, je crois que c'est lui, disait « Le bonheur naît du malheur. Aujourd'hui, je crois mesurer ce dont il parlait. » Voilà. Merci pour elle. Voilà, je pense que là, on va pouvoir... peut-être on fait une pause, je ne sais pas. Je te laisse. C'est qu'on continue, enfin si les gens peut-être... C'est comme vous voulez tous, hein, peut-être qu'on continue avec la table ronde, si vous voulez vous arrêter, on continue. D'accord. Je voulais avoir des renseignements par rapport aux dates d'anniversaire. C'est-à-dire que ma mère est morte le jour de la naissance de ma fille, à quelques années d'écart, et ma petite sœur de 20 ans est morte le jour de l'anniversaire de mon mari, le 22 mars et le 16 septembre. On vit dans une numérologie comme on vit dans divers états, hein, dans diverses sphères de ce monde. Il y a énormément de familles qui sont reliées par des dates. Il y a énormément de familles qui sont reliées non seulement par des dates, par des numéros, mais par une histoire commune, qu'ils l'ont choisie ou non, on ne sait pas, mais en tout cas, cette histoire est commune. Et il y a dans les familles souvent des histoires de remplacement. Hein, un être né pour remplacer l'autre. Un bébé né le jour où le grand-père meurt, ou justement sur les dates de quelqu'un d'autre. Donc ça, c'est quelque chose de courant, c'est quelque chose qu'on peut observer, qu'on peut comprendre, mais en tout cas, pour moi, c'est quelque chose de rassurant. Hein. C'est quelque chose de rassurant parce que ça veut dire qu'effectivement, cette famille a quelque chose, elle est en train de vivre quelque chose qui était avant, qui sera après, d'êtres qui ont des choses à faire ensemble. Voilà. Ce que j'ai pu observer, c'est qu'en fait, tout se passe comme si, en fait, il y avait une transmission qui se faisait. Et au travers des cycles cellulaires mémorisés, en fait. Et donc, en fait, c'est comme si tout se passait, comme si les ancêtres qui n'avaient pas pu réaliser la fameuse réharmonisation dont j'ai parlé, mais vous ne l'avez pas vu, mais c'est pas grave. Il y a une réharmonisation, en fait, dans le clan qui ne s'est pas faite suite à des chocs et à des grands traumatismes, et bien comme si c'était délégué, en fait, à la descendance, de manière à ce que ce soit la descendance qui réalise cette réharmonisation. Donc, on retrouve les cycles cellulaires mémorisés, on retrouve des rangs, c'est-à-dire sur les lignées, c'est-à-dire le numéro 1, le numéro 2, le numéro 3, etc. Mais compter, IVG, fausse couche comptée. Et en fait, tous les 1 correspondent avec les 4, avec les 7, avec les 10, etc. Il y a des correspondances sur les numéros, et il y a des correspondances sur les dates de mort et de naissance, et il y a des correspondances, il faut faire très très attention aussi avec les prénoms, parce que c'est ce qu'on appelle les enfants dédiés, c'est-à-dire c'est comme si on envoyait l'enfant pour réparer ce que la personne n'avait pas fait. Hein, voilà. Donc en fait, c'est vrai qu'en transgénérationnel, en décodage biologique, on retrouve aussi tous ces liens. Et dans les faits, parce que moi je pratique ça à longueur de journée, hein, je veux dire, des patients j'en vois, et des patients aussi. Et donc on retrouve vraiment ça. Et ça, un lien. Mais ce qui est important, justement, c'est de dire à l'enfant, cette mémoire, effectivement, ne t'appartient pas, elle vient du passé. Et par contre, il aura sûrement quelque chose à réaliser, mais on peut le réaliser immédiatement en aidant l'enfant à se remettre dans l'harmonie, avec tous les outils dont on a parlé, ou d'autres. Hein, mais voilà, un petit peu le témoignage que je peux apporter. Merci en tous les cas de vos réponses. Si j'entends bien ce que vous me dites, c'est que ma fille, qui avait 6 ans le jour du décès de ma maman, a un travail à faire par rapport à un travail qui n'a pas été fait par rapport à ma maman, c'est ça? Ça veut dire qu'elle est en lien, je ne sais pas de quelle manière, mais elle est en lien avec, effectivement, c'est comme si, alors après c'est encore ne croyez rien, moi c'est ce que j'ai dit, ne croyez rien de ce que je vous dis, allez voir si ça résonne à l'intérieur de vous. Mais d'après ce que j'ai pu observer,
il semblerait même, ce qui est transmis en transgénérationnel, qu'il y ait un lien entre cette personne et quelque chose qu'elle n'a pas. Comme vous n'avez pas assisté avant, mais je peux le replacer rapidement, il y a une mémoire de non-amour qui existe dans le clan, mais qui peut être sur le territoire, sur l'espace, sur le non-respect de soi, bon, voilà, qui n'a pas été respecté, et quelque part, il y a une transmission qui se fait, voilà. Mais rien que le fait de le voir et d'être dans le juste, ça suffit à réparer. Déjà, voir, agir, toujours pareil. Hein. Voilà, ça ne veut pas dire qu'elle est plombée et qu'elle porte... c'est pas du tout ça que je suis en train de dire. C'est une mémoire de racines dans notre famille. Et ça vous parle. Voilà. Voilà. Moi, je voudrais parler de la racine parce que je reprends un prénom de ma grand-mère dans mes prénoms et elle est morte de problèmes intestinaux, elle a le cancer. Et moi, dans cette vie ici, j'ai repris l'élite de Crohn. Ce qui veut dire que j'ai dû retravailler cette racine qu'elle n'a pas pu faire puisqu'elle en est décédée. Donc on porte tous des mémoires de nos ancêtres, mais l'important c'est de voir, comme Ariane a si bien dit, les prénoms, les numéros, et grâce à ça, on peut aller très vite. Au revoir. C'est une très bonne question. Madame vient de demander si on pouvait changer les prénoms. Eh bien oui, parce que moi je l'ai fait personnellement. Alors, j'explique pourquoi je l'ai fait, et ça a été un très très beau cadeau. Parce qu'en fait, avant, c'était le prénom Nicole. Et après bien des travaux sur moi-même, c'était un prénom que je ne le sentais pas, ce n'était pas à moi. Et j'ai demandé, je vais un peu plus loin alors, j'ai demandé à mon âme, mais quel est mon prénom? Parce que ce n'était pas mon prénom. Et pendant la nuit, j'ai eu Perle. Alors je me suis réveillée, j'ai dit à mon mari, mais c'est un prénom ça, Perle, qu'est-ce que c'est que ça? Mentalement. Mais j'ai eu toute la symbolique de Perle. Et je me suis dit, il faut que j'aille trouver ma mère. Il faut que j'aille la trouver, parce qu'on ne fait pas comme ça. Donc je suis allée trouver ma mère et je lui ai dit, voilà, ce prénom, ce n'est pas à moi. Je le sens, ce n'est pas à moi. Et mon prénom, c'est Perle. Et là, il faut savoir que ma mère ne m'avait jamais prise dans les bras. Elle m'a prise dans les bras et elle m'a dit, tu as raison, ce n'est pas à toi. J'ai mis ce prénom dans ton corps physique pour que mon père ne meure pas. Il s'appelait Nicolas. Donc, quand je lui ai rendu son prénom, le prénom Nicolas, je lui ai rendu son père. Et depuis, ma mère, elle s'est embrassée. Donc, l'importance d'un prénom, c'est énorme. Ce qui veut dire que là, l'énergie a changé. Et maintenant, Perle, et je dirais, je m'appelle Perle, il m'a fallu le temps aussi d'intégrer ce prénom, ça ne s'intègre pas comme ça. Donc, il a fallu le temps qu'on se familiarise, ce prénom et moi-même. Mais en même temps, ce que j'ai pu remarquer, c'est que si vous lisez le livre des prénoms, eh bien, c'est Marguerite. Et Marguerite, c'est le prénom de mon arrière-grand-mère. Donc, en fait, il est venu, mais d'une autre manière, par le prénom Perle. Et alors, une petite anecdote, donc le prénom Perle n'a jamais été dans la généalogie, puisque c'est la première. Et ma petite fille, qui est née après, ma belle-fille a mis le prénom Perle. Donc, il commence à naître aussi. Vous voyez, donc c'est très beau. Donc, oui, on peut changer de prénom, mais il faut savoir pourquoi on change. Et si c'est juste, il ne faut pas changer parce qu'on a envie de changer. Mais je peux vous dire que là, ça a apporté énormément. Donc, voilà. Et dans l'autre sens, peut-être il faudrait éviter de donner le même prénom à un enfant mort et à un enfant qui suit, j'imagine. Alors moi justement, je voulais intervenir aussi sur l'autre versant. Donc effectivement, ça c'est ce qu'on appelle, c'est un enfant dédié, il y a une fusion. C'est-à-dire à ce moment-là, il y a carrément fusion avec l'enfant mort. Il peut y avoir fusion avec le jumeau aussi, ou fusion avec un enfant mort. Donc là, il faut faire effectivement une séparation, mais on peut aussi travailler, parce que tout est dans, tout est dans l'intention. Si effectivement on rattache à ce prénom l'enfant mort comme c'était au départ, mais on peut aussi en fait faire un travail et se réapproprier le prénom. Parce que effectivement les lettres sont porteuses de beaucoup de choses, et effectivement l'enfant normalement choisit son prénom.
c'est lui qui va quelque part le porter, le communiquer. Donc on peut aussi réhabiliter le prénom, il peut se le réapproprier. Mais effectivement, c'est plus le prénom d'un tel, c'est pas le prénom de la grand-mère. Et en fait, on va dégager l'histoire, les mémoires, et la personne peut se réapproprier. Donc c'est possible ou d'en changer, ou de se réapproprier le prénom. C'est-à-dire, en fait, vous n'avez jamais remarqué un prénom qui ne vous plaît pas, et puis une personne va le porter, mais en réalité, la personne y met son... Voilà, sa personnalité. Et du coup, le prénom va devenir extrêmement fort et lumineux. Ben, c'est exactement ça. J'ai un exemple d'une patiente qui était venue travailler avec moi, qui s'appelait Malika. Et en fait, quand on a fait le travail et les mémoires, elle se faisait appeler Mika. Et elle ne voulait pas entendre parler de Malika. Et on s'est aperçu qu'en réalité, elle a porté dans la croyance et dans les mémoires le mal dans la famille, si vous voulez. Donc en fait, c'était Mika enlève le mal à Malika. Mais elle a pu se réapproprier Malika et l'aimer parce qu'elle avait en fait dépassé. Voilà. Et en fait, c'était se mettre en paix avec son prénom. Donc je pense encore une fois, ce qui est important, c'est d'être en harmonie avec. Donc on ne peut pas être en harmonie tant qu'il y a une fusion, mais quand on l'a vu, c'est pas un problème de se mettre en harmonie ou d'en changer. Voilà. Oui, mais c'est sûrement un problème pour un enfant qui arrive après un autre qui est mort. Voilà. À quel moment peut-il, lui, se... Parce que il va grandir pendant des années avec le prénom de l'autre. Tout à fait. Donc moi, quand je peux le pister, toujours, je me préoccupe de ça. Donc je regarde, je demande toujours quel est le prénom qu'ils vont donner à l'enfant. Est-ce qu'il n'existe pas dans la famille? Et effectivement, si jamais il existe et que vraiment, je dis, est-ce que, bon, vous, ça vous pose un problème? Donc si les gens disent non, on souhaite ce prénom, donc la première des questions que je pose, c'est pourquoi? Si c'est pour faire plaisir à la grand-mère, on voit le problème, parce que c'est un enfant dédié. Et en fait, il est autre chose qu'un cadeau à une personne. Donc voilà. Mais si c'est une autre raison, effectivement, moi je fais toujours un travail avec les enfants. Je demande aux parents d'expliquer à l'enfant qu'il n'est pas là pour remplacer la grand-mère, voilà, qu'il aura un travail aussi à faire dans sa vie, et que effectivement on peut l'aider à ça, et que de toute façon j'envoie les seuls, je vous dis, les seuls projets sens qu'on peut envoyer au bébé. Un, sois heureux, de qui que tu sois, quelle que soit ton enveloppe, réalise tout ton potentiel. Et tu sais ce que tu as à faire, et on te fait confiance. Voilà. Donc en fait, c'est renvoyé vers le tableau d'origine, et en réalité, en fait, on va court-circuiter un petit peu tout ça, en allant à l'essence. Voilà. Ne te construis pas avec les mémoires des ancêtres, réalise le potentiel. Et le potentiel va être capable, en fait, de faire face aux mémoires, et de toute façon, s'il est sur son potentiel, il irait partout. Voilà. Oui, parce que sur cette question, il y a quelque chose de très important. Parce que si on va vers le passé pour comprendre ce qui se passe, c'est surtout pour s'en libérer. C'est-à-dire que là, on est dans une humanité depuis 10, 20 000 ans ou plus ou quoi, et que toutes ces informations, on les traîne, et on les traîne dans toutes nos cellules, dans l'ADN. Alors, en fait, nous sommes le résultat de toute cette histoire. Et là, en ce moment, il semblerait qu'on soit dans un moment où il y a possibilité de ne plus perpétuer ces mêmes informations et ces mêmes mémoires. Parce qu'on sait que les cellules, elles changent tous les 7 ans, mais si elles gardent la même information et la même mémoire, les cellules, toutes jeunes qu'elles sont déjà vieilles et elles ne nous amènent pas à un renouveau, à une liberté. Donc l'histoire du prénom est très importante et l'histoire des familles est très importante pour justement s'en libérer. C'est-à-dire que c'est vraiment un travail très difficile parce que finalement on a le sentiment qu'on va faire le deuil, mais je crois que c'est bon là cette fois-ci de faire le deuil de toute de génération, de souffrance de génération, de toute répétition d'histoires qui ont déjà eu lieu, qui ne sont pas jolies et qu'on répète. Et finalement, c'est un cadeau qu'on peut faire aux enfants, les nôtres, d'arrêter le cycle de répétition de choses qui ne sont pas très agréables à vivre. D'autres questions? Irène, je suis médecin, c'est pas une question, c'est un témoignage aussi. J'ai eu beaucoup à m'approcher de personnes qui décédaient
Il y a une des images les plus lumineuses que j'ai eues, c'est une patiente qui avait entre 45 et 50 ans. Une collègue médecin me dit: est-ce que tu peux la prendre en charge en soins palliatifs? Elle rentre à la maison parce qu'elle sait qu'elle va mourir. Et donc je suis allée faire des soins, c'était sur le plan infirmier c'était assez lourd. Et puis un jour, pendant que j'étais en train de faire ses pansements, elle me dit: ben là cette fois-ci je crois que je vais mourir. Et là mes fascias, dur. J'ai failli répondre non. Puis je me suis dit: t'es idiote, bien sûr que oui, elle va mourir. Donc je dis: oui, je crois que maintenant vous allez mourir, mais je ne sais pas quand. Alors on continue, on fait de façon à ce que ça se passe bien. Et puis le lendemain ou le surlendemain, j'étais avec elle le soir après ses pansements, et il me dit: mais c'est très difficile parce que je sens très bien que les gens, moi je suis en train de monter sur une montagne, je suis en train de partir, et puis il y a tout le monde qui m'appelle en bas. Et je ne sais pas où j'en suis. Alors bon, elle s'est endormie, sa fille est montée se coucher, moi j'ai dessiné sur le cahier de transmission, j'ai dessiné une montagne avec un chemin, puis ma petite bonne dame, elle était presque en haut. Et puis quand même, il fallait que j'aille me coucher, dormir un petit peu. Je suis revenue le lendemain matin, et elle était décédée, elle était encore tiède. Et donc j'ai appelé sa fille tranquillement, j'ai dit: ben ça y est, elle est partie. Elle m'a dit: mais elle nous avait dit de continuer à vivre, donc je suis allée me coucher, c'est normal. Et elle était partie très tranquillement, absolument sans... Alors le témoignage, c'est parce que c'est très lumineux, parce qu'elle a pu dire tous les mots, parce qu'on lui a laissé l'espace. La collègue aux soins palliatifs avait commencé à lui dire qu'elle pouvait parler, et surtout, c'est que quand vous êtes, ça peut vous arriver, être confronté, il faut faire arriver à partir. Quand on a dit, il faut savoir dire au revoir, il faut savoir accompagner, il faut savoir laisser partir. Même si nous, ça nous fait mal, il faut effectivement être dans la vérité. Et c'est très paisible, c'est très lumineux. Alors effectivement, pour Perle, vous nous avez dit plusieurs fois, ça fait mal, mais parce que c'était pas préparé. Et je pense que si on peut accompagner, accomplir des tas de choses, laisser le temps de dire, c'est certainement moins pénible. Et là, c'est un souvenir personnel de ma grand-mère. Au moment où elle est partie, le médecin a fait une piqûre, elle est revenue, elle dit: mais pourquoi vous m'avez fait revenir? J'étais si bien. Et le médecin, qui connaissait très bien ma grand-mère, qui avait beaucoup parlé avec elle de son espérance pour après, l'a laissé partir. Et très tranquillement, elle s'est éteinte peu après, on l'a laissé... On ne voulait pas avoir un légume après, effectivement, elle était... Non, c'était son chemin et c'était très bien comme ça. Quelqu'un peut témoigner? Rebondissez. Je rebondis sur l'histoire du départ. Quand vous exprimiez mon témoignage qui nous a tous beaucoup touchés. Perle, vraiment. Mon frère a fait une NDE parce qu'il était alcoolique, il buvait énormément, et il s'est retrouvé à l'hôpital en arrêt cardiaque. Et il lui est arrivé la même chose, c'est-à-dire qu'il a fait une NDE. Quand il est revenu, je l'ai trouvé très différent, alors que c'était un grand bavard, il disait plus un mot. Et la chose qui m'a encore le plus impressionnée, c'est qu'il ne buvait plus un verre d'alcool du jour au lendemain. Alors c'est vrai que l'expérience était assez douloureuse et assez choquante mais il n'a pas repris. Et puis je sentais qu'il y avait quelque chose à dire. Et voilà où je voulais en venir, c'est que ça n'est pas forcément une expérience douloureuse, à la condition qu'on puisse en parler à quelqu'un. Et ce qui fait sens aujourd'hui, c'est que le fait qu'on soit tous ici, on est tous concernés par la mort, forcément. Enfin, je veux dire, soit on a accompagné des gens, soit on va le faire, soit... Enfin, de toute façon, ça nous concerne personnellement. Voilà, mais non, on est concernés personnellement, mais je parlais d'accompagnement, mais... si on a une autre vision de la mort, moi j'ai envie de vous transmettre celle du petit garçon dont je vous ai parlé tout à l'heure, qui me disait: tu sais, la mort pour moi c'est comme un voyage en bateau. Alors, la personne qui s'en va, elle est sur un bateau. Est-ce que parce que le bateau est loin, il n'existe plus? Et c'est l'image que c'est ce que j'ai dit à sa maman ensuite. Je lui ai dit: voilà, avant de partir, il m'a raconté cette petite histoire, ça a duré quand même quelques petites minutes. Et je l'ai retrouvée dans un livre, cette histoire. C'est-à-dire la même image. Donc je me suis dit: comment a fait ce petit enfant? Parce qu'il avait 7 ans, il ne lisait pas. Donc là, je pense qu'on est dans une autre sphère où les connaissances, les images sont dans une comment on dit ça? Allez, aidez-moi. Voilà, c'est ça. C'est un inconscient collectif qui fait qu'on peut avoir accès à cette information. Et cette vision du bateau qui s'en va, moi, elle m'a toujours portée. C'est-à-dire qu'effectivement, le trajet,
Le trajet de la personne continue, juste on ne le voit pas, alors on lui fait au revoir sur le quai, et plus on accepte de le voir partir, et plus son voyage se passe merveilleusement bien. Voilà, donc c'est gai, moi je trouve l'amour. C'est les deux faces d'une même pièce, quoi. Voilà. C'est gai. Oui, c'est une partie du message qu'on a essayé de faire passer aujourd'hui, c'est que la mort, c'est pas triste, c'est vraiment un moment fabuleux à vivre. Alors moi, je voudrais rebondir dessus et c'était le plus beau cadeau de ma vie. Mais il a fallu que je le comprenne après quelques années. Parce qu'au moment même où on le vit, surtout qu'il n'y a pas de croyance, on ne le vit pas de la même manière. Et j'ai rencontré beaucoup de monde qui ont vécu une NDE et qui ont eu des perturbations mentales énormes. Parce que justement, il n'y avait pas cette préparation. Et comme j'étais dans le refus de croyance, il y en avait encore moins. Mais maintenant, je sais que c'est mon plus beau cadeau que j'ai reçu et je le vis vraiment avec joie. Et quand je le partage, et grâce à cela, j'ai pu rencontrer un mari formidable. Donc, quel bonheur, si vous voyez ce que je veux dire. Mais ce qui est important, c'est qu'au moment où on le vit, on ne le voit pas nécessairement comme un cadeau. Parce qu'on a vécu deux mondes. Et que les deux mondes, on n'en parle pas. Que du contraire, c'est souvent tabou. Donc maintenant, on en parle de plus en plus. Et quand on vit ou quand on est dans les soins palliatifs, c'est beaucoup plus facile. Parce que là, on est tout le temps en connexion. Mais quand on ne vit pas ça et qu'on n'est pas en soins palliatifs, je peux vous dire que ça perturbe énormément au niveau du mental. Parce que l'ego veut toujours avoir raison. C'est lui qui a le pouvoir. Hein? Moi, il m'a fallu lâcher ça aussi. Parce que c'est moi qui décidais. Là, c'est fini. Vous voyez ce que je suis. Avant, c'était on devait me suivre. Vous voyez ce que je dis? Donc, c'est ça qui est important. On doit lâcher tout le pouvoir. On doit vraiment faire confiance, en fait. Et ça, quand on a vécu beaucoup de traumatismes enfants, la confiance, on ne la fait pas. On la fait à soi et puis c'est tout. Vous voyez, donc c'est tout un chemin, mais ça a été le plus beau cadeau de ma vie. Maintenant, je peux le dire. Voilà. Et moi, je voulais dire juste un tout petit mot sur les prénoms, puisqu'il me semble qu'il y a 50 ans, quand un enfant naissait, le suivant s'appelait René ou René, c'est-à-dire le retour de quelqu'un de vivant à la place d'un décès, d'un mort. Ensuite, mon expérience personnelle, on en a tous, j'ai perdu un enfant à 1 an, et je l'ai touché. Mon beau-père était sicilien, et il m'a dit, prends-le dans tes bras. On parlait tout à l'heure du toucher des personnes décédées. Et c'est là, je crois que c'est vraiment, je le remercie. C'est quelqu'un avec qui on s'est fâché mortellement, mais j'ai quand même, après, aussi, parce que l'enfant était mort, je pense, bon bref, on s'en fout. Enfin, moi je m'en fous pas. et je le remercie du plus profond de mon cœur. Parce que c'est vrai que de prendre cet enfant dans les bras, qui jusque-là était vivant, accompagner mon corps, et qui là était raide et froid, ça m'a vraiment fait prendre conscience qu'il était mort. Après, bon, moi je suis férocement anarchiste, comme on dit, non-croyante, et j'ai longtemps pensé que ça aurait été plus facile si j'avais été croyante, ça c'est sûr. Alors à vous entendre, on croit tous à des tas de choses quand même, hein, voilà. C'était par rapport au prénom au départ, c'était pas ça? Oui, non, c'était une accumulation de choses que je voulais dire à travers les débats qu'on a entendus tout cet après-midi. Mais je ne me rappelle plus la troisième, ça me reviendra. Merci en tout cas, c'est vachement bien de parler de ça. Si ça me revient, quand mon fils est mort, c'était en 93, c'est 92, c'était la mode des tout habillé en noir. Alors à l'époque, ça s'appelait, je ne sais plus, c'était une mode, là, tout le monde était habillé en noir. Et moi, j'ai terriblement souffert
Les gothiques, oui, merci. J'ai terriblement souffert de ne pas pouvoir exprimer mon deuil. Parce que tout le monde était en noir. Alors moi, si je m'habillais en noir, j'étais gothique, je ne suis pas spécialement. Si je m'habillais en orange, les voisins s'arrachaient les cheveux parce que quand même, elle vient de perdre un enfant. Et tu ne savais plus comment m'habiller. Et j'avais envie d'avoir un badge en disant, je viens de perdre un môme, parce que c'est quand même quelque chose de profond. Allez, encore une fois. Encore une chose, c'est que je pense qu'il faut laisser du temps au temps. Et par rapport au deuil, tout à l'heure, on a parlé de moi. Excusez-moi, mais j'aimerais bien discuter avec la personne qui, je ne me rappelle plus qui c'était, qui a dit ça, Ariane. Je prendrai rendez-vous avec toi pour en discuter, parce que vraiment, je pense que si tu vois, un enfant, par exemple, de mon expérience, je l'ai porté 9 mois, je l'ai élevé 1 an, j'aurais pu l'élever plus longtemps, je ne peux pas faire mon deuil en 2 mois, ça ne me paraît pas possible. Et le deuil m'a tellement permis de grandir, tellement permis d'apprécier la vie. Et c'est terrible, mais des fois je me dis, je ne savourerais pas les instants de ma vie comme je le fais maintenant si j'avais pas perdu ce gosse-là. Alors bon, c'est difficile à dire, hein, c'est difficile à avouer, mais en même temps je crois que c'est vrai, que si on sait de proche ce que c'est que la mort et la disparition de quelqu'un qu'on aime, parce qu'un môme quand même on le fait pour le voir grandir, pour avoir des petits-enfants, pour le voir pousser, tata. Et bon, quand il disparaît, quand même, le deuil, à mon avis, est forcément long et difficile, mais très puissant. Voilà. Alors juste, je voulais reprendre ce que j'ai dit. J'ai justement dit que 2 mois, c'est le minimum pour faire le travail. C'est-à-dire, si on le fait trop tôt, il est beaucoup moins porteur. Mais après, j'ai bien précisé que chacun va à son rythme. Mais effectivement, on peut le faire très tôt, parce que ces patientes, elles en ont témoigné. D'ailleurs, il y en a une qui dit, pas avant 2 mois, c'est pas avant 2 mois. Ça ne veut pas dire que c'est en 2 mois. Hein, voilà, je voulais juste corriger ça. Moi, je voudrais dire qu'en thérapie, avec des gens qui sont dans le deuil, moi, je fais faire un travail qui est de voir quel est le temps que la personne va nécessiter pour faire son deuil. Et en fait, on sait ce qu'on a besoin, on sait le temps dont on a besoin. Et c'est une technique pour dire, à un moment donné, eh ben, il va y avoir une fin. Donc, cette période jusqu'à la fin de ce deuil, je vais vraiment la vivre pleinement. C'est-à-dire, ça ne va pas être, bon, on se cache, etc. Non, c'est la période du deuil jusqu'à une date que la personne va décider elle-même. Et cette date, elle va l'écrire sur un calepin et elle va l'oublier. Et comme par hasard, à cette date précise, il va se passer quelque chose qui fera que c'est la fin du deuil. Un événement, un tournement, un virage de la vie, quelque chose qui va être ça. Et je crois, alors là on est dans le symbolisme, hein, on est presque dans la magie, et je crois que ça marche très très bien. Moi je conseille beaucoup aux gens, si vous pouvez les aider dans le deuil, de leur dire de faire ça. Et il y en a qui vont dire, oui, moi il me faut 3 mois, il y en a qui vont dire, il me faut 3 ans, et ça importe peu. Ce qui est important, c'est de laisser l'espace au deuil, et après de mettre une date pour que ce soit fini un jour. Voilà. Moi, je remercie que vous ayez dit que ce pouvait être quelquefois pas le moment de partir, parce que c'est ce qui me choquait le plus, des personnes qui semblaient tout savoir et qui n'arrêtent pas de me dire « mais c'était le moment, mais lâche-le, c'est toi qui le retiens », alors que moi, dans mon cœur, je sentais qu'il ne fallait surtout pas que je le lâche, qu'il avait besoin de moi, et que ce que je faisais ici pour comprendre pourquoi cette chose-là était arrivée et que je savais que ce n'était pas le moment, absolument pas. Donc je me suis mis au travail et j'ai cherché. Et à mesure que ça a duré des mois et des mois, et j'ai entendu toujours ce discours, oui, mais tu le retiens, oui, mais si, oui, mais là, les morts sont morts, laisse-le, c'est pas le même monde, tu lui fais du mal. Et moi, mon cœur disait, non, 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 je lui fais pas du mal, il a besoin, moi j'ai autant besoin, mais j'avais le même sentiment que lui avait encore plus besoin, je ne dois pas l'abandonner. J'aurais vécu ça comme un abandon. Et quand j'ai eu trouvé à mesure
des réponses qui venaient à mesure, parce que quelque part, il a fallu fouiller dans ce que moi je ne savais pas de lui aussi. Et en fait, ça a mis beaucoup de temps, et quand j'ai eu presque tout là, qui était quelque chose de sensé, qui pouvait donner une explication à ce qui s'était passé, un soir, j'ai eu une caresse sur la joue, et je pense que j'ai pas rêvé du tout. Je l'ai réellement senti. Je montais me coucher à ma petite échelle. Et après, j'ai eu, comme j'ai toujours un stylo et du papier près de mon lit, l'envie de prendre le stylo. Et puis j'ai écrit, mais c'était pas moi qui écrivais. Il m'a tout raconté. Il m'a raconté ce qu'en fait, quelque part, il a donné les choses qui manquaient à ce que moi, Et à la fin, la dernière phrase, c'était « arrête de pleurer ». Et après ça, eh bien, moi, j'étais bien légère, et je pense que lui, il était aussi. Mais ce que je crois, c'est que j'ai fait ici une part de travail qui l'a aidé à lui, là où il était. Et ça, j'ai envie de le dire. J'ai envie de dire, il faut qu'on arrête de dire que les morts sont morts, ils n'ont pas besoin de nous, qu'il faut les lâcher, qu'on les retient, tout ça, je ne le crois pas du tout. J'ai eu après la mort de mon frère, ça n'a pas du tout été ça, parce que tout a été fait avant. Donc il est parti, il est monté d'un coup, et ça a été de suite la lumière. Donc j'ai été de suite transfusée de joie par la mort de mon frère, alors que la mort de mon compagnon, ça n'a pas été ça. Donc voilà, je voulais le dire, je vous remercie d'avoir mis le doigt sur ce... C'est pas toujours le moment, c'est pas toujours le bon moment. Oui, c'est souvent curieux parce que on a beaucoup de besoins, nous qui restons. On a beaucoup de besoins, et au travers de tout ça, on a le besoin de tous ces signes, toutes ces choses. Et ce que je veux dire, et là vraiment c'est mon expérience, c'est qu'il n'est jamais trop tard. Alors bon, simplement peut-être que l'erreur c'est de vouloir ça. C'est peut-être pas une lettre, c'est peut-être pas, peu importe comment ça va se passer. Et ce qui a lâché, c'est je voudrais qu'il y ait quelque chose de précis. Non, et c'est jamais trop tard. Tout le travail est toujours possible parce que tout est là tout le temps, quoi. Et ce travail vis-à-vis de ceux qui sont partis, mais tu as raison, il n'y a absolument aucune règle. Donc nous sommes en conscience devant une situation unique. Et on ne peut pas dire c'est toujours comme ça, mais non, c'est jamais comme ça. C'est comme ça, ce jour-là, à ce moment-là. Je ressens, je peux envoyer de l'énergie pour faire monter quelqu'un, je peux envoyer de l'énergie pour me pardonner de dire je veux, parce que c'est ça le problème, c'est je veux rien, moi j'attends que je reçoive ce que j'ai à recevoir au moment où je vais le recevoir, et même si je n'y comprends rien, je sais qu'un jour ou l'autre ça va s'éclairer, et je peux toujours envoyer cette énergie lumineuse pour qu'il se passe ce qui doit se passer et que la vie continue. Juste envie d'ajouter que il est important, lorsqu'on est capable d'essayer de faire le choix de ce que l'on sent le meilleur pour son corps. J'ai juste envie de poser cette base-là. Si vous avez la possibilité de sauver l'état de votre corps, ça sera toujours plus facile. Et pour sauver l'état du corps, il est nécessaire de choisir ce qu'on met, on est les créateurs. Hein. Donc, devant ce qu'on ne comprend pas, c'est-à-dire que la vie, elle nous emmène dans des choses, mais jamais on comprendra. C'est fait pour. C'est juste fait pour nous faire choisir, créer quelque chose qui fasse du bien à la vie ici, maintenant. C'est pas facile. Mais si vous en avez la capacité, je pense que c'est un point, c'est essayer de préserver tout ce que vous pouvez déjà au niveau de la matière et du corps.
ça aide la suite. Moi, j'aimerais juste partager une espèce de certitude que j'ai eue après la mort de notre père. Je suis le frère de Martine, qui était arrivé à un état d'Alzheimer pratiquement total, hein, qui ne communiquait plus du tout, apparemment. Et moi, ce que j'ai reçu, justement, juste après sa mort, c'est le message qu'il avait été libéré d'une camisole de force. Il avait été tellement contraint dans son corps et dans son esprit qu'au moment de sa mort, ça a été vraiment une fabuleuse libération. Et moi, je l'ai vécu à l'intérieur de moi aussi comme ça. Ça m'a libéré, le corps aussi. C'est-à-dire que cette pression qu'il transmettait à travers sa maladie, le jour où il est mort, ça a été comme une résurrection. Voilà. Moi, je voudrais vous remercier. Voilà. Je vais me lever, je vais partir avec mon mari et je voudrais vous remercier tout le monde de m'avoir accueilli. Parce que c'est la première fois et c'est la première fois que je rencontre l'équipe aussi et je trouve que ils sont merveilleux. Ils vous ont apporté tellement d'amour et de clés et de bonheur que c'est formidable, cette équipe-là. Voilà, donc je voulais le dire et je trouve formidable aussi que vous soyez là, toujours là, à cette heure-ci. Parce que depuis le matin, il faut le faire quand même. Hein. Votre corps, vous a laissé sur la chaise, c'est extraordinaire. Donc, merci et je voudrais vous applaudir de ce que vous êtes apporté avec tous les témoignages que vous avez faits et aussi avec tout ce que vous avez accepté de recevoir. Voilà, donc je vous applaudis. Je veux juste